Et du coup, moi, je vais vous présenter un petit peu les actions de mon association, qui est une association pour les minorisés sexuels et les femmes. On s'occupe d'accès à la santé, de lutter contre les discriminations faites dans les parcours de soins des personnes, qu'elles soient lesbiennes, gays, bi, transsexuelles ou une femme, car il y a souvent plus de difficultés à avoir des bons soins quand on fait partie de ces communautés. Donc nous, on est tous issus de la communauté, ce qu'on appelle Transpédéguine, qui est une micro-communauté issue de ce grand acronyme lesbienne, gay, bi, transsexuelle. Et on a une approche de la santé qui est une approche de la santé globale, où vraiment on veut prendre en compte tous les aspects de la vie, qu'ils soient psychologiques, économiques, prendre en compte la précarité, prendre en compte l'accès au logement, et que tout ça, ce sont des déterminants de la santé. Je pense qu'on peut dire qu'on est héritier de plusieurs cultures, et dont de la culture gay, et qui ont mis en place dans les années 80 les politiques de réduction des risques liés aux sexualités, ce qu'on a appelé le safe sex. Alors dès les années 80, alors grâce ou à cause de cette fameuse épidémie du sida, les gays états-uniens ont sorti par exemple la première brochure de safe sex qui s'appelle Comment faire ou avoir du sexe dans une épidémie, première approche. Et donc c'est ce document, je pense, qui a influé les 30 dernières années de réduction des risques liés aux sexualités, a commencé à vraiment parler de sexualité. Donc moi je vais être assez d'accord, donc parler de sexualité moins spontanée, parler de consentement, d'écoute de l'autre, et détailler des pratiques qui ne sont pas forcément parlées entre personnes qui vont avoir de la sexualité. On a aussi hérité des pratiques et approches féministes de ces 30 dernières années, et du coup qui ont aussi beaucoup travaillé et réfléchi aux notions d'abus, aux notions de viol, aux notions de consentement, à la remise en cause du patriarcat et du coup des rôles genrés dans la société. Avec ces deux approches, on peut nous mettre en place des pratiques de réduction des risques liés aux sexualités, avec des outils comme les brochures. Aujourd'hui, des brochures qui concernent la sexualité, nos publics, on les trouve plutôt bien informés. Ils ont des connaissances sur les risques de transmission de VIH, sur les risques de transmission des IST, MST. Et c'est ailleurs qu'on va aller les chercher. C'est-à-dire que sur les tables de réduction des risques, nos publics, ils connaissent tout ça. On a été matraqués. Et du coup, c'est autre chose qu'ils cherchent, et on va plutôt essayer de les fidéliser, entre guillemets, les faire revenir vers des ateliers qui leur paraîtront, aller au-delà de juste l'informatif. Donc les faire participer à quelque chose qu'ils peuvent construire. Et du coup, on a décidé de faire divers ateliers, par exemple sur les violences conjugales, qui est un gros module comme ça. Et de là, s'en sont tirés plusieurs petits groupes de parole, comme sur le consentement, ou plus exactement sur ce qui va nous concerner aujourd'hui, sex, drug and RDR, sur la prise de substances et la sexualité conjointe. Comment est-ce qu'on fait du sexe quand on a pris des substances psychoactives? Comment est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que je vais avoir plus ou moins de mal à avoir du sexe? Est-ce que c'est dangereux de faire du sexe quand je prends des substances psychoactives? La question de la libido, il y a beaucoup de questions qui sont sorties de ces ateliers. Et par exemple, on va travailler avec plusieurs associations, Griselidis, qui est une association de travailleuses du sexe, et Act Up Sud-Ouest, à produire de nouveaux matériaux
de réduction des risques liés aux drogues et de nouvelles brochures d'information. Du coup, dans cette optique-là, on aimerait pouvoir créer avec nos usagères un matériel de SNIF qui est actuellement en cours d'élaboration, donc à destination de travailleuses du sexe, à destination de nos publics, c'est-à-dire lesbiennes, bi, transsexuelles, à destination de personnes, de femmes migrantes, parce qu'on est aussi une association qui s'adresse aux femmes. Donc un matériel de SNIF, parce que c'est ce qu'on a, on a décelé que nos usagères étaient plus enclines à sniffer qu'à injecter ou prendre des produits par d'autres voies. Et du coup, nous, on aimerait remettre sur ces matériaux des messages qui leur sont spécifiquement destinés. Pour prendre l'exemple de la libido ou l'exemple du consentement, on pensait que remettre ces messages et les visibiliser, parce qu'encore une fois, c'est toujours une question de visibilisation. Le fait qu'il n'y ait pas de visibilité, ça laisse ça empêche ces personnes-là de se saisir de ces questions. Du coup, revisibiliser et toujours draguer ces personnes vers la discussion. Mais pour les draguer, il faut avoir de la formation, comme vous avez pu le dire, avoir de la formation des intervenants. Et c'est vrai que c'est compliqué de former les intervenants quand eux-mêmes ne sont pas sensibilisés à ces questions. Quand j'interviens en tant que santé active et solidaire sur du festif, comme nous sommes affichés minorité sexuelle, les gens viennent directement nous parler de sexualité et moins de substances psychoactives parce qu'on est affiché, donc visibilisé, sexuel. Ce qui n'est pas forcément mal. Mais quand j'interviens avec Act Up Sud-Ouest, là il se passe l'effet inverse, on n'est pas du tout affiché minorité puisqu'on ne l'est pas forcément dans les fêtes, dans l'association. Et là, c'est assez rigolo de voir que les gens ont vraiment ce tabou de la sexualité. Mais par contre, je tiens à signaler que les garçons ont découvert le lubrifiant. Ils en sont fans là, depuis peu. Ils sont tous, je prends du lubrifiant, c'est génial. Donc ça, je trouve ça bien. Mais par contre, on en est toujours à la même chose sur le préservatif féminin. C'est vrai que c'est très dur. Je pense qu'il faudrait changer de packaging du préservatif féminin parce qu'il est absolument horrible. Et il y a un vrai travail à faire là-dessus. Donc, pour continuer un peu sur nous, ce qu'on fait en matière de réduction des risques liés aux drogues, voilà, notre forme principale d'atelier, c'est les ateliers de gestion collective de la santé, où on essaye voilà ce que je disais, d'aborder des thématiques qui sont propres aux personnes et qui leur permettent de se saisir pleinement et d'instaurer peut-être une chaîne du savoir entre pairs. Et du coup, récemment, on a mené cet atelier pratique collective et usage de substances psychoactives. Alors, pratique collective, dans le milieu dont je suis issu, on est plus sur des collectifs militants, des collectifs artistiques, et c'est pour ça qu'on l'a dénommé comme ça, mais ça peut aussi se nommer comme groupe de pairs, groupe d'amis et usage de substances psychoactives. On est parti du constat, du coup, que l'usage de substances psychoactives se faisait du coup souvent en groupe, et qu'il y avait peut-être une possibilité de réfléchir à cette forme que le groupe peut réfléchir ensemble à l'usage de substances, parce qu'ils restent ensemble. Et du coup, on a défriché un petit peu plusieurs thématiques, comme c'est quoi le rapport à la dépendance de chacun, de chacune, comment est-ce qu'on prend en charge la descente, comment est-ce qu'on hiérarchise les substances psychoactives dans nos groupes, est-ce que ça va influer sur la stigmatisation d'un tel ou d'une telle, est-ce qu'il y a du rapport à la confiance dans les membres de ce groupe, rapport à l'argent, rapport à la classe sociale et rapport au genre, bien sûr. Qui est-ce qui va prendre en charge la substance, qui est-ce qui va l'amener,
Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est une gouine? Est-ce que c'est un trans? Donc il y a des petits groupes de parole qui vont se former. Et c'est toujours dans une approche voilà, d'essayer ensemble de défricher et d'être acteurs et actrices de nos santé. Avec Griselidis et Act Up, nous on a voulu mettre l'accent sur les tournées de nuit avec le bus de Griselidis et pouvoir essayer d'amener les usagères à des ateliers, mais c'est pas facile. C'est pas facile, pourquoi? Parce que c'est toujours tabou. Parler de sniff, ça va encore, mais parler d'injection, là c'est beaucoup plus dur. Il y a toujours cette stigmatisation de la personne injectrice. Et parler de sexualité, avec des travailleuses du sexe, ça va, mais quand c'est lié à la prise de substances, c'est toujours difficile de se déceler comment on peut parler de sexualité avec ces personnes-là. Mais on a fait remonter quand même plusieurs... 1, 2, 3, pardon, j'ai la voix un petit peu sèche. Plusieurs thématiques comme les sécheresses liées aux drogues, les sécheresses vaginales, il y a aussi des sécheresses anales chez les prostituées. Il y a aussi un public transgenre, donc l'interaction entre les hormones et les substances psychoactives. Et du coup, essayer de parler de questions qui leur sont proches. Donc voilà, nous, notre approche, c'est vraiment d'adapter et de visibiliser qu'il y a des consommations et des pratiques différentes selon les milieux et selon les genres, et qu'on aimerait que chaque groupe, en fait, chaque paire se saisisse de ces questions et que les usagers se responsabilisent et que voilà, qu'il y ait un vrai travail de fait et que peut-être que ça changera, qu'il y a au-delà de la transmission des virus et des MST, d'autres questions qui sont à aborder et qui sont non négligeables, et qu'on martèlera encore et toujours que les abus sexuels, la notion de consentement sont des questions éminemment importantes et qu'on espère que les gens s'en saisissent.